Oui, Bon, oui, ok. ça marche bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Mathieu Reveste, je suis un des infectiologues du CHU de Rennes. Et c'est avec grand plaisir que je participe à ce webinaire. Malheureusement, pas à l'ARS parce que je suis un peu malade. Et donc, on va parler des symptômes prolongés post-Covid. Effectivement, il y aura deux parties dans la présentation. Moi, je vais parler du côté Covid et Mélanie s'intéressera un peu plus justement aux modalités de l'organisation du suivi et de la rééducation. Donc, effectivement, vous pouvez nous poser des questions sur le chat, mais le plus simple, c'est probablement que vous nous posiez les questions au terme de ces deux présentations qui sont très complémentaires. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt, j'ai des liens d'intérêt avec enfin, ce qui a trait au Covid. Je suis membre du Haut Conseil de santé publique et je faisais partie du groupe de travail de Covid, en plus de la commission spécialisée maladies infectieuses émergentes. Et donc, par définition, je suis d'accord avec tout ce que dit le Haut Conseil de santé publique. Et puis, comme que ce soit Mélanie ou moi, on va pas mal parler de fiches HAS, qui sont d'ailleurs super bien faites. J'ai des liens avec l'HAS, pas en lien avec le Covid, mais quand même avec l'HAS. Donc là aussi, par définition, je suis d'accord avec tout ce que dit l'HAS. Alors, un petit point d'épidémiologie quand même du Covid. Est-ce qu'on en est sorti? Alors, quand on regarde ces courbes, j'imagine que vous voyez ma flèche, hein, sur l'écran, mais quand on voit ces courbes, avec notamment regardez la courbe bleu clair, qui est la courbe d'incidence, hein, donc de nouveaux cas de Covid en fonction du temps. La courbe bleu foncé étant les taux de dépistage, et c'est bien sûr pas la même échelle. Vous voyez qu'en fait, le taux d'incidence diminue de façon majeure. Alors, est-ce qu'on en est sorti de façon définitive du Covid? Pas encore tout à fait, hein. Vous savez, le COVARS, hein, qui est l'organisme qui a fait suite au conseil scientifique ministériel, considère qu'on est dans une phase dite d'épidémo-endémique. Vous savez que quand on considérera que le virus du Covid, c'est-à-dire le SARS-CoV-2, sera endémique, ça veut dire qu'il sera installé de façon définitive dans la population et dans nos contrées, sans qu'il y ait un impact sur la morbimortalité de façon importante, et que ça provoquera probablement des petites épidémies. On n'en est pas encore là, puisqu'il y a encore des petits soubresauts, des petits vaguelettes, pour filer la métaphore aquatique qui a été décidée depuis le début. Mais ces vagues ont actuellement de moins en moins d'impact en termes de morbie et de mortalité. Mais il y a encore un petit peu de Covid, même si dans nos activités professionnelles en tant que soignant, on est clairement moins impacté. Donc, on a beaucoup moins de Covid actuellement. Et comme je vous le redirai tout à l'heure, bien évidemment, ça va avoir une incidence sur l'épidémiologie des symptômes prolongés post-Covid. Alors, ces symptômes persistants post-Covid, en fait, ils font écho à ce qu'on connaissait déjà dans d'autres contextes infectieux. Et les symptômes persistants post-infectieux sont connus depuis très très longtemps. Je vous ai mis quelques exemples là actuellement, mais par exemple le zona, on sait qu'il y a un surrisque d'accident vasculaire cérébral à un mois après l'apparition du zona, comparé à la population générale qui n'a pas fait de zona, et ce surrisque est de 1,78. Donc il y a en gros deux fois plus de risque de faire un accident vasculaire cérébral un mois après un zona que si on n'a pas fait de zona. Autre exemple, la fièvre Q, qui est peut-être une maladie qui est moins connue, qui est une maladie infectieuse transmise due à une bactérie qui s'appelle Coxiella, peu importe, une bactérie qu'on attrape au contact d'animaux. On sait que les gens qui sont victimes de fièvre Q et de fièvre Q aiguë, hein, qui a guéri, considèrent qu'ils sont plus fatigués que la population générale. Il y a 10 fois plus de risques d'être fatigués, enfin 9 fois plus, exactement 9,2 fois plus de risque d'être fatigué un an après l'épisode de fièvre Q aiguë que la population générale. Et la dyspnée, hein, cette sensation d'essoufflement, il y a 3 fois plus de risque de ressentir cette sensation-là après une fièvre Q un an après, encore une fois, que dans la population générale. Vous connaissez toutes et tous, j'imagine, les fatigues persistantes post-mononucléose infectieuse, hein, on dit qu'ils peuvent persister 6 mois à un an. C'est pas vrai c'est pareil avec la typhoïde, hein, et on a des très belles descriptions au début du XXe siècle de typhoïde
persistantes, en tout cas de symptômes persistants post-typhoïdiques. À une époque où on n'avait pas d'antibiothérapie, les gens restaient fatigués pendant plusieurs mois à quelques années après la typhoïde. Donc en gros, ce sont des choses qui étaient connues avant le Covid, souvent longs, qui s'associaient dans l'immense majorité des cas avec une récupération à plus ou moins court terme. Et la sévérité initiale de la maladie causale, du zona, de la fièvre Q, de la MNI ou de la typhoïde, est conditionnée cette longueur et cette difficulté de convalescence. En gros, plus la maladie aiguë, était bruyante en termes de symptômes, plus le risque d'avoir des symptômes persistants au décours était important et l'intensité de ces symptômes persistants était intéressante. Donc, c'était quelque chose qui était déjà connu. Alors, qu'est-ce que ça a changé et qu'est-ce que ça change avec le Covid? Deux choses. Et je vais y revenir juste après. L'autre élément qui est assez intéressant, c'est que sur ces symptômes persistants post-infectieux, eh ben, on sait qu'on avait des moyens de prise en soin qui étaient assez efficaces. Vous avez ici, sur la partie gauche de la diapositive, des gens qui faisaient des infections dans les formes les plus graves, c'est-à-dire avec un choc septique ou un retentissement très important de l'infection, et puis d'autres personnes qui avaient des infections assez sévères, certes, mais sans nécessité d'hospitalisation en réanimation, voire sans nécessité d'hospitalisation. Ce qu'on peut voir sur ces courbes, c'est qu'après une infection sévère, que ce soit un choc septique ou une autre infection sévère, finalement, vous avez pas mal de personnes qui ont le risque d'avoir encore des symptômes persistants. C'est les différentes courbes que vous voyez. Mais cette probabilité d'avoir des symptômes persistants, et ici vous avez la proportion de personnes sans aucun symptôme, est plus ou moins importante. Et la proportion de patients qui a le moins de symptômes persistants, c'est ceux qui bénéficient sur la courbe rouge d'une prise en soins spécialisée. C'est ça que vous voyez ici, marqué de prise en soins spécialisée. À l'inverse, ceux qui sont hospitalisés ou ceux qui sont dans des structures de soins, mais non spécialisées, non adaptées à leur prise en soins, c'est eux qui ont la probabilité la plus importante d'avoir des symptômes persistants. Et finalement, ceux qui rentraient à la maison sans prise en soins particulière étaient intermédiaires. Donc finalement, on voit que si on offre une prise en soins spécialisée, ben, les gens récupèrent mieux. Si on n'offre pas de prise en soins spécialisée, mais qu'on garde les patients hospitalisés ou dans des structures de soins du fait de leurs symptômes, mais sans prise en soins spécialisée, eh ben les patients vont plutôt moins bien. Et dans ces cas-là, finalement, quitte à faire pas terrible, autant les renvoyer à la maison sans prise en soins où ça va mieux, où ça ira mieux. Finalement, les patients vont s'auto-rééduquer tout seuls. Mais le message important de cette publication, c'est que si on offre des prises en soins spécialisées à ces personnes qui ont des symptômes persistants post-infectieux dans les formes les plus graves, et ben les malades s'améliorent mieux. Et donc, ça, c'est un gage d'espoir. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport aux autres infections que le Covid? Deux choses. La première chose, c'est que, bien sûr, les malades sont arrivés tous en même temps. Et donc, les symptômes persistants post-Covid, on les a vus beaucoup plus facilement que pour d'autres infections. Les autres infections, elles arrivent au fil de l'eau, pas toutes en même temps. Et donc, finalement, les personnes qui sont atteintes de syndrome post-infectieux, elles ne sont pas facilement identifiées puisqu'elles sont relativement rares. Comme là, on a eu tous les Covid en même temps, bah, on a eu tous les symptômes persistants post-Covid en même temps. Et quelque part, c'est presque une chance puisqu'on a pu les identifier assez vite et donc mettre en place des procédures de prise en soins adaptées. Le deuxième élément qu'on a vu avec le Covid, eh ben, c'est que c'est probablement beaucoup plus fréquent avec le Covid qu'avec les autres infections. Vous avez ici les premières publications qui datent de début 2021 et qui s'intéressaient aux premières personnes hospitalisées pour le Covid en Chine. Vous vous rappelez, hein, on a déjà oublié ça, mais au début, le Covid n'était qu'en Chine. Et ben, vous voyez que 6 mois après l'hospitalisation, 3 quarts des malades avaient des symptômes encore persistants. Alors, bien sûr, c'était les malades les plus graves. Bien sûr, c'était des patients pour lesquels la prise en soin n'était pas du tout standardisée, on ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais là, vous voyez, en histoire naturelle, j'ai envie de dire, 3 quarts des patients avaient des symptômes persistants 6 mois après l'hospitalisation. Donc, c'est beaucoup plus fréquent qu'avec n'importe quelle infection. Et il a été rappelé dans l'introduction que l'OMS dit que 25% des patients peuvent expérimenter des symptômes un mois après le Covid et 10% 3 mois après. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les mêmes probabilités
que les autres maladies, à l'exception peut-être de la mononucléose infectieuse, et encore, le Covid, il y a une fréquence de symptômes persistants qui est beaucoup plus beaucoup plus importante que les autres infections. Par contre, comme les autres infections, plus la maladie est grave, et ici, vous aviez les sévérités des maladies, plus l'échelle était élevée, 5, 6, c'était les maladies initiales de Covid la plus élevée, et plus vous regardez le symptôme persistant post-Covid, vous avez ici, finalement, pour faire simple, la dyspnée, et ben, plus la maladie initiale est grave, plus l'importance des symptômes persistants post-Covid est élevée. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouvait aussi et c'est ce que je vous ai montré avec les autres maladies. Donc, beaucoup plus de malades quand même, à la fois pour des questions de conjoncture temporelle, on a tous les malades en même temps, mais également en termes de fréquence intrinsèque. Avec le Covid, on a beaucoup plus de risques d'avoir des symptômes persistants qu'avec les autres maladies. Mais par contre, comme les autres, plus la maladie est bruyante initialement, plus la probabilité de faire des symptômes persistants est importante. On l'avait, nous, identifié de façon très précoce, là aussi, dans la maladie Covid. C'est une publication de 2021 où on s'était intéressé qu'à des patients que ambulatoires. En fait, les 311 patients, premiers patients qu'on avait vus en consultation précoce, vous vous souvenez, il avait été demandé et il avait été nécessaire qu'on mette en place une consultation précoce initialement en mars 2020 pour voir tous les patients Covid, puisque à l'époque, il fallait que les patients soient référés à l'hôpital. Et donc, on s'est intéressé aux 311 patients qu'on avait vus en consultation. Et vous voyez que 6 semaines après le Covid, seulement 50% des malades étaient guéris, les autres ayant un ou d'autres symptômes. Donc là, encore une fois, y compris pour des patients non hospitalisés et des patients dits pas graves, il y avait une probabilité de symptômes persistants assez importante. Une particularité aussi peut-être du Covid qui est beaucoup moins connue qu'avec les autres maladies, même si certainement ça doit exister avec les autres maladies infectieuses, mais c'est que ça existe aussi chez l'enfant. Vous avez une étude italienne, là aussi vous vous rappelez l'histoire du Covid, mais le Piémont avait été très lourdement touché par le Covid dans le premier trimestre, enfin à la fin du premier trimestre et début du deuxième trimestre 2020. Et donc les collègues italiens avaient rapporté leur expérience sur des enfants ayant eu du Covid. Et là, pareil, 160 jours après, donc on est vraiment très tard après le Covid, plus de 5 mois après le Covid, quasiment 6 mois après le Covid, seulement 42% des enfants étaient considérés comme guéris par leurs parents. C'est la limite de cette étude-là, c'est que c'était les parents qui rappelaient, qui donnaient les symptômes des patients. Donc, seulement 42% des patients étaient guéris. Donc, là, on a des symptômes persistants post-Covid, y compris chez l'enfant, et ça, c'est sans doute une particularité. Alors, où on en est maintenant de l'épidémiologie du Covid long, ou des symptômes persistants post-Covid, terminologie qui est probablement plus adaptée que Covid long. Covid long, ça pourrait laisser entendre que le virus continue à se multiplier, alors qu'on sait dorénavant que ce n'est pas une persistance du virus qui entraîne, une persistance de la multiplication du virus qui entraîne ces symptômes. La physiopathologie n'est pas encore tout à fait établie et il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur la physiopathologie du symptôme persistant post-Covid. On peut en discuter dans l'ordre de la communication, mais le seul message, c'est de se dire que la physiopathologie est encore pas bien comprise. Où on en est actuellement, après la première vague, il était considéré que 20%, selon les statistiques anglaises qui sont particulièrement fiables, les chiffres qu'on vous a donnés dans l'introduction sur l'OMS sont des projections, ne sont pas des calculs, alors que les Anglais ont essayé de s'intéresser de façon très précise, et ils étaient à 20% des patients après 5 semaines. Je me suis dit, on rejoint de façon assez proche les projections de l'OMS. 20% des patients 5 semaines après le Covid qui avaient des symptômes persistants et plus de 10% après 3 mois. Donc ça, c'était après les 2-3 premières vagues. C'est vrai que depuis, on a beaucoup moins de données épidémiologiques. Et donc, les données ne sont pas consolidées. Et à vrai dire, je viens de changer cette diapositive il y a 3 heures avant ce webinaire, puisque avant, il y a 3 heures, j'avais mis les données actuelles, on ne les connaît pas, et on s'interroge énormément sur les nouveaux variants, notamment Delta, Omicron, et ce qu'ils provoquent autant de symptômes persistants post-Covid que les précédents variants. On avait une impression de dire qu'ils en provoquaient probablement
nettement moins, mais ce n'est qu'une impression et c'était difficile d'en être certain. Et bah, aujourd'hui, et je l'ai vu il y a 3 heures, une publication est sortie dans une grande revue d'infectieux qui justement s'est intéressée à ça, avec des données vraiment très consolidées aux États-Unis, qui essayait de regarder deux choses. La première chose, c'était, enfin trois choses à vrai dire. La première chose, c'était est-ce qu'il y avait vraiment plus de symptômes persistants dans une population qui avait fait le Covid versus une population non Covid? Parce que c'est vrai qu'on souffrait pour l'instant de ne pas avoir de population contrôle. La deuxième question qui était adressée par ce travail-là, c'était de savoir si les variants avaient des probabilités de survenue de symptômes persistants post-Covid plus ou moins importants. Et ils ont séparé deux choses. Ils ont fait R pré-Delta et R post-Delta, c'est-à-dire Delta et Omicron d'un groupe, et puis tous les autres d'un groupe, le variant originel, l'alpha, le bêta, etc., dans notre groupe. Et la troisième question qui s'est intéressée, auquel s'est intéressé les auteurs, c'était de savoir si la vaccination avait une influence sur ces symptômes persistants post-Covid en fonction des variants. Il y avait eu beaucoup d'interrogations, notamment sur les premiers variants, sur l'effet de la vaccination. Le message qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'en gros, on ne savait pas. Dans la majorité des cas, la vaccination n'avait pas d'effet sur les symptômes persistants post-Covid, mais il y avait une petite proportion de patients qui pouvaient être améliorés par la vaccination, grâce à la vaccination, dont les symptômes persistants post-Covid étaient améliorés après la vaccination. Mais à l'inverse, il y avait une petite proportion de patients dont les symptômes étaient aggravés après la vaccination. Mais là, on était sur les premiers variants des premières, deuxième et troisième vagues. Donc là, les auteurs se sont intéressés aux autres variants. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de symptômes persistants post-Covid, bien sûr, dans la population qui a fait un Covid clinique versus la population qui n'a pas fait de Covid, ou en tout cas pas de Covid clinique. Il y a nettement plus de symptômes. Donc, on confirme cet excès d'asthénie, cet excès de douleur, cet excès de dyspnée dans la population qui a fait un Covid symptomatique par rapport à une population qui n'a soit pas fait de Covid, mais je ne sais pas s'il en existe encore, soit pas fait de Covid symptomatique. Deuxième information, c'est qu'effectivement, les variants Delta et Omicron sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pourvoyeurs de symptômes persistants post-Covid que les précédents variants. Alors, on le comprend facilement pour Omicron, puisque je vous ai dit depuis le début que l'intensité de la maladie aiguë était corrélée, en tout cas, la probabilité d'avoir des symptômes persistants post-Covid était corrélée à l'intensité de la maladie aiguë. Or, la maladie Omicron, on le sait bien qu'elle est beaucoup moins bruyante que les autres, mais le Delta était considéré comme étant plus grave, par contre. Et pourtant, le Delta est beaucoup moins associé à des syndromes post-Covid que le variant originel et que le variant alpha ou bêta, clairement. Et la dernière information, c'est qu'en tout cas pour les Delta et Omicron, le fait d'être vacciné protège de façon très importante contre la survenue des symptômes persistants post-Covid. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc, les gens qui sont vaccinés ont beaucoup moins de symptômes post-Covid. Et s'ils en ont, ils durent beaucoup moins longtemps, ils sont beaucoup moins intenses. Et donc, ça, alors bien sûr, c'est statistique, hein. Individuellement, on peut avoir des différences et on peut avoir des constatations inverses. Mais populationnellement, en règle générale, la vaccination protège contre les symptômes persistants post-Covid et si on en a, ils sont beaucoup moins importants. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et donc ça, c'est une donnée toute fraîche, hein, et probablement qu'on a un effet sur la baisse de la gravité de l'épisode aigu, comme je vous viens de dire, et c'est très vrai pour Omicron, c'est un peu plus surprenant en tout cas pour le Delta. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini, parce qu'il y a quand même des patients qui ont des syndromes persistants post-Covid avec ces nouveaux variants. Et puis surtout, et j'ai presque envie de dire, c'est le plus important, c'est qu'on a encore des patients, et j'ai volontairement mis quelque chose de catégorique, c'est-à-dire de la première vague, dès la première vague. Dans le service, on suit encore des patients de la première vague. Je me souviens d'une patiente même qui avait été hospitalisée dans le service dès fin février, au moment où on hospitalisait tous les premiers Covid, qui a toujours des symptômes persistants post-Covid. Et donc, ce n'est pas parce que les nouveaux variants en génèrent moins qu'il faut comment dire, baisser la garde et lâcher l'affaire. Et c'est tout l'enjeu de ce webinaire et c'est tout l'enjeu des circuits de patients qui ont été mis en place
dans la France entière, et y compris en Bretagne et en Ille-et-Vilaine. Et Mélanie vous montrera tout le travail qui a été fait dans le service de médecine physique et de réadaptation de Rennes et alentour, hein, parce que c'est un travail collaboratif, et ce travail reste particulièrement important. Alors, quels sont les facteurs de risque de survenue des symptômes persistants post-Covid? C'est le fait d'avoir été hospitalisé, c'est témoin de la gravité de la maladie, c'est bien sûr. Le fait d'avoir l'existence d'un grand nombre de symptômes au moment de l'épisode aigu. Donc, ce n'est pas forcément grave, mais ça peut être que les Covid bruyants. Vous voyez ce que je veux dire, bruyant? Ça veut dire le patient, il n'a pas besoin d'être hospitalisé parce qu'il n'a pas de signe de gravité, mais par contre, il a plein de symptômes. Il a des douleurs musculaires, il a des céphalées, il a de la fièvre, il a des douleurs articulaires, il a de la diarrhée, il a de l'essoufflement, il a des symptômes respiratoires, il a des symptômes neurologiques. Tout ça, plus vous avez de symptômes au moment de l'épisode aigu, et malheureusement, plus vous avez de facteurs de risque d'avoir un symptôme persistant post-Covid. Et puis, il y a deux autres facteurs qui sont aussi très largement retrouvés dans la littérature internationale. C'est le sexe féminin. Alors là, ça soulève énormément de questions physiopathologiques. L'une des pistes, et probablement l'une des pistes les plus séduisantes, même si on a du mal à la confirmer de façon très solide, c'est la piste immunologique, vous savez, et une réponse immunologique désorganisée, désadaptée, qui entraîne une partie de ces symptômes-là. Alors, on a du mal à la prouver parce qu'on a beau faire des milliards de tests immunologiques aux patients qui ont des symptômes persistants post-Covid, et dans l'immense majorité des cas, on trouve quasiment rien. On trouve quelques petites choses, mais rien de grand expliquant. Et vous savez que les femmes ont une immunité qui est beaucoup plus puissante contre les maladies infectieuses, et ont souvent une réaction immunitaire beaucoup plus forte face aux maladies infectieuses que les hommes. Et donc, ça faisait traduire ça. Ça explique d'ailleurs cette réaction forte immunitaire des femmes par rapport aux hommes, que les femmes ont beaucoup plus de réactogénicité après les vaccins. Vous savez, la fièvre et les douleurs post-vaccinales sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. C'est parce qu'on survaccine les femmes. On pourrait vacciner les femmes avec beaucoup moins de doses de vaccins parce qu'elles répondent nettement mieux. Et puis le fait d'être jeune adulte aussi, c'est un facteur de risque très important d'avoir des symptômes persistants post-Covid. J'imagine que vous aurez des questions tout au long après. Alors, quels sont les symptômes présentés? J'aurai une autre diapo ici. Juste, il faut regarder la courbe. Vous avez sur la partie gauche de la diapositive les symptômes lors de l'épisode aigu du Covid, et sur la partie droite, les symptômes lors des syndromes persistants post-Covid. En gros, vous avez les mêmes symptômes en post-Covid que ceux que vous avez eus au moment du Covid. Voilà, c'est aussi bête que ça, et c'est ce que veut dire cette diapositive-là. Alors, un motif d'alerte et un signe d'alerte, c'est que quelqu'un qui a fait un Covid, s'il a des symptômes après le Covid, il ne faut pas forcément acheter tout de suite le diagnostic de syndrome persistant post-Covid, puisque les patients, ils ont le droit de faire autre chose que du Covid. Et ils ont d'autant plus le droit de faire autre chose que le Covid, qu'il a été montré très tôt, dès 2021, et puis maintenant il y a des données de consolidation très importantes, il a été montré dès 2021 que le fait d'avoir fait un Covid était un facteur de risque très important de faire d'autres pathologies par les suites. Et donc, dans cette étude-là, qui était une étude faite fin 2020, début 2021 en Angleterre, il comparait des gens qui n'avaient pas fait de Covid, les contrôles, aux gens qui avaient fait un Covid, et ils regardaient dans les 6 mois qui suivaient l'admission à l'hôpital pour un Covid, en comparant à la population contrôle qui n'avait bien sûr pas été hospitalisée, ou qui avait été hospitalisée même pour d'autres maladies qui n'étaient pas du Covid, la survenue de diabète, ici sur la première partie, la survenue de pathologies cardiovasculaires importantes, masse, c'est les pathologies cardiovasculaires importantes, en gros, soit un infarctus du myocarde, soit un accident vasculaire cérébral, la survenue de maladies chroniques rénales ou la survenue de maladies hépatiques, que ce soit chez des patients qui avaient déjà ce genre de pathologie, mais même chez des patients qui n'en avaient pas avant. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que si on fait un Covid, eh ben, on a beaucoup plus de risques de développer un diabète. Ça a été très largement consolidé dans les suites du Covid, que si on n'a pas fait de Covid. C'est pas vrai, c'est pareil pour les maladies cardiovasculaires. Donc, en gros, quelqu'un qui a des symptômes après le Covid, notre premier rôle en tant que soignant, ça va être d'éliminer les autres maladies. Et surtout qu'on sait
que ces personnes-là ont beaucoup plus de risques que les autres de développer d'autres maladies dans les suites. Ce risque va s'amenuiser au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'épisode aigu, mais en tout cas, dans les 6 mois qui suivent le Covid, il y a beaucoup plus de risques. Donc, j'illustre déjà quelque chose qui est que finalement, le diagnostic de syndrome persistant post-Covid, c'est un diagnostic d'élimination. Et vous avez ici les critères diagnostiques des syndromes persistants post-Covid. C'est qu'il faut avoir un épisode initial symptomatique de la Covid-19. Il faut bien que ce soit symptomatique, soit confirmé d'un point de vue biologique, soit confirmé d'un point de vue clinique, peu importe. Il faut qu'il y ait la présence d'au moins un des symptômes initiaux au-delà des 4 semaines suivant le début de la phase aiguë. L'OMS considère le diagnostic au-delà de 3 mois, même s'il donne des statistiques après 4 semaines après le début, et après avoir éliminé toutes les autres causes. Donc, le diagnostic de syndrome persistant post-Covid, c'est un diagnostic d'élimination et il faut savoir éliminer les autres causes au préalable avant de le retenir. Quels sont les symptômes? Vous les connaissez, hein, vous les avez ici, et ça, c'est piqué d'une fiche HAS. C'est la fatigue, la dyspnée, donc l'essoufflement, les toux, mais ça peut être des troubles de concentration, des troubles de l'odorat, des douleurs musculaires, etc. Tout est possible. Vous avez aussi des possibilités d'atteinte cutanée, et puis vous pouvez avoir la fièvre persistante, c'est tout à fait possible. Donc, ce sont les mêmes symptômes qu'initiaux, mais qui vont persister. Alors, comment vous allez faire, notamment pour les médecins présents ici, quand vous avez des personnes qui sont suspectes d'avoir un symptôme post-Covid? La question qu'on va se dire, c'est est-ce qu'il faut faire un bilan complémentaire ou pas? Donc, il faut avoir dans la tête que les patients peuvent faire autre chose. Et donc, il ne faut pas acheter tout de suite le diagnostic de symptômes persistants post-Covid. Et il faut savoir faire les examens complémentaires classiques. C'est-à-dire que si vous pensez que ça peut être un diabète, et là, faites-vous confiance, vous allez faire les examens pour ça, ou des accidents vasculaires cérébraux possibles, ou des éléments cardiovasculaires. Ça doit être important. Vous, votre travail, ça va être de dépister ces problématiques-là. Une fois que vous les avez éliminées de façon classique, hein, comme pour n'importe quel autre patient, vous allez pouvoir acheter le diagnostic de symptômes persistants post-Covid. Et là, qu'est-ce que vous allez faire comme diagnostic? Il y a comme examen complémentaire, il y a 2 situations. Si le patient a fait un Covid grave initialement, notamment s'il a été hospitalisé, il faut probablement aller faire un scanner thoracique, injecté aussi d'ailleurs, parce qu'il faut éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire qui est beaucoup plus à risque en cas de Covid que sans Covid, soit une embolie pulmonaire aiguë, soit des signes d'embolie pulmonaire passés inaperçus antérieurs. Donc, le scanner peut être intéressant pour diagnostiquer notamment des fibroses pulmonaires. Il faut savoir l'adresser au pneumologue pour faire des épreuves fonctionnelles respiratoires chez ces patients qui ont été hospitalisés pour du Covid. S'ils ont des douleurs musculaires ou des symptômes musculaires, il faut savoir l'envoyer voir le neurologue pour dépister s'il n'y a pas un problème neurologique en faisant un électromyogramme, par exemple, etc., etc. S'il a des troubles neurologiques, c'est sans doute intéressant de l'adresser possiblement au neurologue, mais assez vite au médecin de médecine physique et de réadaptation. Mais Dani vous en parlera plus parce qu'il peut avoir des atteintes cognitives qui nécessitent de la rééducation. Si le patient n'a pas été grave en aigu, vous faites au cas par cas. Il faut que vous fassiez confiance à la clinique. Si vous n'avez aucun signe d'alerte de quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de faire un examen complémentaire pour peu que vous ayez éliminé, notamment chez les gens fatigués, des problèmes thyroïdiens, par exemple, ou des syndromes inflammatoires persistants. Ça peut être intéressant quand même. Alors, quelle peut être la durée de ces symptômes persistants post-Covid? Vous avez les colonnes blanches, là, que vous voyez selon les symptômes, hein. Les colonnes blanches, c'est plus de 120 jours, hein. Donc, vous voyez qu'on est à plus de 4 mois. Et vous voyez que même la fièvre peut durer parfois, souvent, très longtemps. Alors, c'est moins de 5% des malades, mais vous pouvez avoir des symptômes qui peuvent durer très longtemps. Et je vous ai dit qu'on suit encore des patients qui avaient fait des Covid au moment de la première vague. Donc, ça peut être très prolongé, plusieurs mois à années. Combien de temps au total? On n'en sait rien, c'est le recul qui nous le dira, mais ça peut être trop prolongé. Qu'est-ce qu'il faut dire aux patients? Je ne vous demande pas du tout de lire cette diapositive, vous l'aurez sur les diapositives. Ça, c'est encore quelque chose que j'ai volé sur le site de l'HAS. Et l'un des gros messages qu'on aura de toute façon ce soir, c'est que, et je vous ai mis des liens en conclusion, c'est qu'il y a un site, la HAS a fait vraiment un site dédié sur les symptômes persistants post-Covid qui est particulièrement bien fait, où vous avez plein d'aides pour gérer vos patients. Et là, je vous ai mis un extrait de la fiche
il y a une thématique sur ce site-là. Voilà, que dire aux patients lors de la première consultation? Le message principal que je vais vous dire, c'est qu'il faut bien sûr avoir beaucoup d'empathie, mais ça, c'est une tarte à la crème, ce que je vous dis, mais c'est surtout reconnaître les patients en tant que malades, même si l'intégralité de leur bilan biologique, par exemple, est strictement négatif, si l'intégralité de leur bilan radiologique, quelqu'un peut être très essoufflé, vous leur faites un scanner thoracique, il est parfaitement normal, vous faites des épreuves fonctionnelles respiratoires, elles sont parfaitement normales, et pourtant ils sont essoufflés. Donc, il faut les reconnaître en tant que malades, même si vous n'avez pas d'éléments objectifs sur vos examens paracliniques, il faut les reconnaître en tant que malade. Et donc là, juste le message de cette diapositive, c'est aidez-vous des fiches HAS qui sont vraiment très aidantes pour la prise en soin. En ce qui concerne les vaccins, en fait, le fait d'avoir des symptômes persistants post-Covid, ça ne modifie en rien les indications du vaccin. Et donc, j'ai modifié aujourd'hui la diapositive en rajoutant au contraire, avec les dernières données publiées ce jour de la cohorte américaine, le fait d'avoir des symptômes persistants post-Covid ne modifie en rien les indications vaccinales. Ça ne modifie en rien non plus les éventuelles indications à un traitement spécifique de cardiovasculaire, de douleurs musculaires, de choses comme ça. En fait, c'est pas parce qu'on a des symptômes persistants post-Covid qu'il faut pas vous donner les traitements habituels. Et notamment, ça ne modifie en rien non plus le traitement d'un éventuel nouvel épisode du Covid. Vous traitez de la même façon, s'il a des indications à avoir un traitement spécifique type nirmatrelvir, ritonavir ou Paxlovid, eh ben, vous le donnez pareil. Mais s'il n'a pas d'indication à recevoir ce médicament, ben, vous ne le donnez pas pareil. Donc, vraiment, le fait d'avoir des symptômes persistants post-Covid, ça ne doit pas modifier votre prise en soin en cas du Covid. Encore un autre exemple des fiches HAS avec les stratégies thérapeutiques sur 4 axes, les traitements symptomatiques, bien évidemment, l'information, donc vous allez essayer de voir avec le patient quelles sont les situations qui provoquent les symptômes. Encore une fois, reconnaître le patient dans ses symptômes et en tant que malade, hein, clairement. La rééducation, et Mélanie vous en parlera nettement mieux que moi, et il y a systématiquement besoin d'une prise en charge des troubles anxieux et dépressifs qui sont plus ou moins au premier plan, bien évidemment, mais quand vous avez des symptômes aussi persistants que ça et qui impactent de façon aussi importante la qualité de vie, vous ne pouvez pas ne pas avoir de retentissement en termes d'angoisse et de syndrome dépressif. Donc, je vous ai remis ici la fiche HAS avec le parcours de soins et les différents troubles que vous pouvez retrouver chez vos patients. C'est une espèce de synthèse de ce que je viens de vous dire et vous l'aurez sur vos diapositives. Et encore une fois, je vous rappelle par cet encadré que le diagnostic de symptômes persistants post-Covid, ça doit être un diagnostic d'élimination une fois avoir éliminé tout le reste. Ce diagramme est peut-être un peu compliqué quand même pour l'HAS, mais ça vous montre, et on ne va pas le détailler ici, mais vous pouvez vous y référer quand vous aurez la situation, les différents points. Vous êtes médecin traitant, vous voyez un patient, le premier élément, c'est d'éliminer les autres diagnostics. Si vous éliminez les autres diagnostics, bah, vous faites une prise en charge adaptée, bien évidemment. Vous regardez si le Covid a été grave initialement. Et si c'est le cas, bah, vous allez plus loin, vous faites des scanners, vous l'envoyez voir le cardiologue s'il y a une myocardite, etc. S'il n'y a rien eu de tout ça et s'il n'y a pas de décompensation de comorbidité, notamment pensez au diabète et pensez à la thyroïde, on va retenir le diagnostic de symptômes prolongés ou persistants post-Covid. Et là, vous allez voir comment vous vous en sortez. L'étape initiale, c'est bien sûr une prise en soin dans le secteur primaire. Mais vous pouvez avoir des difficultés qui peuvent être de plusieurs ordres, soit sociales, et donc il faut savoir s'aider des travailleurs sociaux, soit médicaux, et là, vous allez pouvoir vous aider de la cellule de coordination post-Covid mise en place dans chacun des centres et auquel le CHU fait office. Je vous ai mis quelques exemples là pour vous illustrer, non pas pour vous faire apprendre ça et que vous reteniez ça de façon par cœur, mais c'est pour vous illustrer comment peuvent être faits les fiches Covid de l'HAS, et vous avez des fiches par symptômes. Vous avez ici la fatigue, par exemple. On va vous dire de caractériser la fatigue. Vous pouvez vous aider de certaines échelles. Mélanie vous parlera de certaines échelles. Je ne crois pas de celle-là, mais c'est une échelle que vous avez. Peut-être que tu en parles d'ailleurs, je ne me rappelle plus, mais peu importe. C'est une échelle qui est disponible sur le site de l'HAS, dont vous pouvez vous aider, où vous allez quantifier la fatigue
du patient avec lui. C'est toujours très bien de le faire avec lui. Vous pouvez vous aider de certains petits tests, comme le test de lever de chaise en une minute, et vous regardez combien de fois le patient arrive à se lever de chaise et s'il y a à la fois une tachycardie inhabituelle ou une désaturation. Il faut sans doute rechercher une autre cause à l'asthénie. Est-ce qu'il est anémié? Est-ce qu'il a un début de diabète, comme on a dit qu'il y avait beaucoup plus de risques de diabète après le Covid? Est-ce qu'il a une insuffisance d'organes, notamment une insuffisance rénale? Est-ce que sa TSH va bien? Est-ce qu'il a un syndrome inflammatoire persistant? Les symptômes persistants post-Covid ne sont pas inflammatoires. Donc, s'il y a une inflammation persistante, attention, ça veut peut-être dire qu'il y a autre chose. Mais si tout ça est normal, eh ben, vous allez entraîner la réadaptation douce, globale et progressive à l'effort. Et donc, vous voyez que pour chaque item, chaque symptôme, vous avez ce guide-là avec les cases blanches, c'est le premier essai et le diagnostic que vous allez faire. La case verte, c'est éliminer les diagnostics différentiels. Et la case rose, c'est comment vous vous en sortez. Et donc, c'est très, très bien fait. Il y a un effet pratique très intéressant. Pareil pour le syndrome dysautonomique. Comment diagnostiquer les syndromes dysautonomiques? Je vous ai mis celle-là parce que c'est parfois plus difficile à faire. Donc, on vous donne les guides et les moyens pour diagnostiquer des syndromes dysautonomiques. Quelles sont les pathologies d'organes en face de ce symptôme et non post-Covid à éliminer? Donc, on vous dit comment faire. Et puis, une fois que vous allez éliminer ça et que vous êtes bien dans le diagnostic post-Covid, vous avez le traitement. Vous avez aussi, selon les symptômes, ce n'était pas le cas avec la fatigue parce qu'il n'y a pas besoin, mais selon les symptômes, dans quelle situation recourir au spécialiste. Donc ça, c'est intéressant. Vous voyez que le syndrome dysautonomique, il peut avoir besoin d'un avis spécialisé, soit en cas de symptômes très sévères ou qui durent plus de 6 semaines, par exemple, soit où vous vous posez la question d'un traitement. Et là, le traitement va nécessiter un avis spécialisé, en l'occurrence cardiologique. Pareil pour les lésions cutanées. Dans quel cas adressé chez le dermatologue, si, selon la nature des lésions, etc. Donc, vous voyez que c'est vraiment très bien fait. Il y a un effet pratique qui est vraiment chouette. Et je ne dis pas ça parce que je suis expert pour l'HAS. Je le dis bien volontiers parce que je n'ai pas du tout participé à ce travail-là. Et donc, c'est vraiment super bien fait. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'est vrai que le Covid a été la plus grande pandémie aiguë. J'ai mis aiguë parce qu'il y a le VIH, qui est la plus grande pandémie de l'ère moderne. Mais dans l'ère moderne, la plus grande pandémie, c'est le Covid, clairement. Il y a des conséquences sévères, y compris dans les formes dites peu graves en aigu, celles qui ne sont pas hospitalisées. La prise en charge en soins primaires, c'est vraiment la clé, avec une prise en charge vraiment holistique, basée sur l'écoute, sur la reconnaissance des symptômes du patient et la reconnaissance du patient comme malade, même si les examens complémentaires sont strictement normaux, et en fait, ils sont toujours strictement normaux. Il faut quand même se méfier des diagnostics différentiels et retenir que c'est un diagnostic d'élimination. Et la réadaptation est vraiment la clé, et la rééducation est vraiment la clé de l'amélioration de la qualité de vie des malades. Et c'est une transition toute trouvée pour passer la main à Mélanie.